Au sommaire de cette édition au Niger, le principal opposant Hama Amadou ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 27 décembre prochain. Sa candidature a été rejetée ce vendredi par la Cour constitutionnelle. L'ONU a indiqué que des représentants libyens de tous bords sont parvenus ce vendredi à un accord sur des élections en décembre prochain. Premier résultat concret de leur dialogue annoncé il y a 5 jours. Et puis des Ghanéens à Accra ont réagi avec tristesse à la mort de l'ancien président Jerry Rawlings qui a dirigé le Ghana pendant près de 20 ans. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Niger où le principal opposant Hama Amadou ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 27 décembre prochain. Sa candidature a été rejetée ce vendredi par la Cour constitutionnelle. Cette dernière a en revanche validé celle du candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. La Cour déclare inéligible à l'élection présidentielle Hama Amadou du mouvement démocratique nigérien. Son parti a annoncé le président de la Cour sans donner de raison lors d'une audience au siège de l'institution à Niamey. Arrivé deuxième de la présidentielle de 2016 derrière le président Mamadou Issoufou, Hama Amadou, 70 ans, 2 fois Premier ministre, avait été condamné en 2017 à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés qu'il a toujours qualifiée de politique. Il était rentré au Niger fin 2019 après 3 ans d'exil et a bénéficié en mars 2020 d'une grâce présidentielle alors qu'il purgeait une peine de 12 mois de prison. Les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent donner lieu à des recours. Samedi dernier, lors d'un meeting à Niamey qui a réuni 30 000 personnes, Hama Amadou a promis au pouvoir un scénario à la malienne si sa candidature était rejetée. La Cour constitutionnelle a aussi invalidé une dizaine d'autres candidats pour le scrutin du 27 décembre, couplé aux législatives, auxquelles le président Issoufou ne se représente pas, conformément à la constitution nigérienne qui n'autorise que 2 mandats. La Cour constitutionnelle a en revanche validé 30 candidatures à la présidentielle, dont celle de Mohamed Bazoum, 60 ans, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, au pouvoir. Parmi les candidats en lice, on compte également le général Salou Djibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février 2010 à avril 2011, investi par le parti Paix Justice Progrès, PJP. 2 autres poids lourds, Seyni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société et le développement, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, sont aussi dans la course, ainsi que l'ex-chef de la diplomatie, Ibrahim Yacouba, 5e en 2016. Les pourparlers interlibyens à Tunis ont abouti ce vendredi à un accord sur des élections en décembre 2021. Premier résultat concret de leur dialogue lancé il y a 5 jours pour tenter de sortir la Libye de la crise. C'est ce qu'a indiqué l'ONU. Les participants au forum de dialogue se sont accordés vendredi sur l'organisation d'élections nationales le 24 décembre 2021. La veille, l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye avait annoncé que les 75 délégués libyens étaient parvenus à une feuille de route préliminaire pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libres, justes, inclusives et crédibles. Stéphanie Williams a présenté ce forum de dialogue politique réuni en Tunisie comme la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions dans ce pays. Quoi qu'il en soit, la prudence reste de mise. Ces dernières années, plusieurs initiatives diplomatiques et des accords ayant annoncé des dates pour des élections sont restés lettres mortes. Le forum de Gamart, près de Tunis, rassemble des délégués sélectionnés par l'ONU en fonction de leur appartenance géographique, politique ou idéologique, mais pas les principaux protagonistes. Les pourparlers de Gamart visent aussi à mettre sur pied un exécutif unifié composé d'un conseil présidentiel de 3 membres et d'un gouvernement. Dans le village numéro 8 dans l'état soudanais de Gédaref, femmes, hommes et enfants, enfin ceux-ci après avoir marché durant 30 km pour fuir la guerre en Éthiopie voisine. Ils sont des centaines d'enfants à courir dans les rues du village numéro 8, construit il y a 5 ans quand la retenue d'eau causée par un barrage a englouti l'ancienne localité. Presque déserte il y a une semaine,
Cette bourgade grouille aujourd'hui de réfugiés éthiopiens. Certains enfants sont avec leurs parents, d'autres les ont perdus dans leur fuite et ont suivi la longue colonne se dirigeant vers le Soudan. Ils ont faim après avoir marché durant 30 km pour fuir la guerre en Éthiopie voisine. Ils nous maltraitent, nous sommes venus avec 5 à 6 enfants sur le dos. Les enfants n'ont rien à boire et à manger. Nous souffrons tous, nous n'avons pas de vêtements propres. Les vêtements que nous avons portés ont été empruntés à des voisins. Nous voulons que la région du Tigré et le gouvernement fédéral s'occupent de nous. Depuis 10 jours, l'armée éthiopienne mène une opération contre les forces locales dans la région éthiopienne dissidente du Tigré, région frontalière du Soudan. L'ONU a réclamé une enquête indépendante sur de possibles crimes de guerre dans la zone. Selon un dernier bilan fourni par le directeur de l'agence soudanaise pour les réfugiés, jusqu'à vendredi, 21 000 personnes ont fui les combats en Éthiopie pour le Soudan. La plupart des réfugiés qui ont afflué vers le village numéro 8 viennent de la localité de Oumera dans le Tigré, située à 30 km de la frontière. Et il faut dire que l'ONU a réclamé ce vendredi une enquête sur de possibles crimes de guerre dans la région éthiopienne dissidente du Tigré, où l'armée mène depuis 10 jours une opération militaire contre les forces locales qui, selon le Premier ministre Abiy Ahmed, sont à l'agonie. Jeudi soir, Amnesty International a dénoncé un massacre ayant probablement fait des centaines de victimes civiles à Maïkadra, dans le sud-ouest du Tigré. Les vérifications dans ce sens continuent à l'Organisation des Nations Unies. Alors que les détails des massacres présumés rapportés par Amnesty International à Maïkadra, dans le sud-ouest du Tigré, n'ont pas encore été entièrement vérifiés, la haute commissaire demande une enquête complète. S'il est confirmé qu'ils ont été délibérément perpétrés par des participants au combat actuel, ces meurtres de civils constitueraient bien sûr des crimes de guerre et il faut qu'une enquête indépendante soit menée pour que les responsables rendent pleinement compte de ce qui s'est passé. Selon les témoins cités par Amnesty, qui ont consulté les cartes d'identité de certaines victimes, celles-ci sont originaires de la région d'Amara, voisine du Tigré. Les tensions communautaires sont récurrentes entre communautés Amara et tigréennes. L'organisation dit ne pas être en mesure d'identifier les responsables, mais cite des témoignages incriminant les forces loyales au Front de libération des peuples du Tigré TPLF, qui dirigent depuis longtemps la région. Face à de nouvelles informations faisant état de massacres dans la ville de Maïkadra, dans le sud-ouest de la région éthiopienne du Tigré, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, exprime une inquiétude croissante face à la détérioration rapide de la situation au Tigré. Le président du Tigré a fermement démenti vendredi auprès de l'AFP toute implication des troupes loyales du TPLF dans ce massacre. Il a en revanche accusé l'aviation éthiopienne d'avoir tué des civils lors des frappes à Mekele, la capitale régionale, et à Ndigra, localité proche de la frontière avec l'Érythrée. Il a également souligné que les combats avaient déplacé des centaines de milliers de personnes à l'intérieur du Tigré. Ce journal se poursuit. Des Ghanéens à Accra ont réagi avec tristesse à la mort de l'ancien président Jerry Rawlings. L'homme qui a dirigé le Ghana pendant près de 20 ans était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine. J'ai rencontré Rawlings à l'aéroport. John Jerry Rawlings, une personne très disciplinée, très objective, affable et directe, il disait les choses comme elles étaient, sans mâcher ses mots. Certaines personnes ne l'aimaient peut-être pas, mais dans l'ensemble, c'était un homme fantastique. Il était très honnête, sincère et on pouvait lui faire confiance pour tenir ses promesses. C'était un leader fantastique. C'est un grand choc pour tous les Ghanéens. Personne ne le savait. Nous venons d'apprendre la nouvelle, mais cet homme est un homme bon. C'est un bon leader. Je me souviens que j'ai voyagé au Nigeria un jour et les Nigérians disaient « Si nous avions des gens comme Rawlings dans ce pays, le Nigeria sera un meilleur pays. »
Enfin, au Sénégal, les écoles ont rouvert après 8 mois d'arrêt pour raison de la pandémie de coronavirus. Le pays enregistre depuis des semaines un recul des cas de contamination. Le gouvernement rassure que les dispositions ont été prises pour éviter la résurgence des contaminations. 4 millions d'élèves du primaire au secondaire étaient appelés à reprendre le chemin des classes, mais un certain nombre ont différé leur retour, une pratique courante au Sénégal, même en dehors de toute pandémie. L'UNICEF avait déploré début octobre que seul un pays sur 3 en Afrique de l'Ouest et du Centre soit parvenu à rouvrir ses établissements pour la rentrée scolaire 2020-2021 à la date prévue. Les écoles avaient été fermées en mars après le premier cas de Covid-19 dans le pays. Seuls 500 000 élèves de classes sanctionnées par un examen avaient repris les cours en juin. Dans les écoles qui ont rouvert, le respect des gestes barrières n'était pas suivi partout. Le ministère de l'Éducation nationale avait pourtant informé qu'un protocole sanitaire avait été défini avec le ministère de la Santé pour le port obligatoire du masque, sauf dans le préscolaire, le lavage des mains et la distanciation physique. Les autorités ont aussi assuré que masques et gel seraient acheminés pour les écoles jusque dans les localités éloignées. Même si les apprenants se réjouissent de la reprise des cours, l'inquiétude persiste. Moi, je me demande bien comment cela va se passer alors. Parce que si vous êtes dans une classe avec 75 à 76 élèves, voire même 80 élèves, comment gérer ça avec la maladie, les gestes barrières dont on parle, etc. Là, les élèves s'amassent tellement dans la classe que vous avez un problème d'aération, un problème de tout, n'est-ce pas? Depuis, la pandémie semble contenue à de faibles niveaux. Le Sénégal a déclaré 15 744 cas pour 326 décès. L'activité économique durement affectée reprend lentement son cours. Un relâchement de la vigilance quotidienne est visible partout. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous, en compagnie des programmes de Sika TV.